Comme vous le savez, il y a le grand pèlerinage annuel du Hadj qui se déroule là du 4 au 9 juin en Arabie Saoudite. Euh, et donc, on souhaitait attirer votre attention en préparation des retours des pèlerins de la Mecque dans la quinzaine de jours qui va suivre. Il y a plus de 1,8 million de pèlerins qui sont ascendus dans le monde entier. Donc on va vous faire un topo assez court, c'est surtout pour laisser la place aux questions et aux échanges qui suivront. On va d'abord faire un peu d'épidémio, la clinique, reprendre la définition de cas de SPF, la fiche Coreb et deux, trois diapos sur les réflexes habillage, déshabillage et comment faire un prélèvement, comment l'envoyer. C'est vraiment très opérationnel, hein. Donc le MERS, c'est le syndrome respiratoire lié au coronavirus du Moyen-Orient. C'est le sixième coronavirus découvert chez l'homme en 2012. Et l'autre intermédiaire, c'est le dromadaire. Et depuis avril 2012, il y a 2638 cas de MERS qui ont été confirmés en laboratoire, dont 957 décès qui ont été signalés dans le monde, ce qui fait un taux de létalité à 36%. Et la majorité des cas sont survenus dans des pays de la péninsule arabique, avec 84% des cas signalés en Arabie Saoudite, essentiellement à la suite d'un contact direct ou indirect avec des dromadaires infectés ou des personnes infectées, mais surtout dans les établissements de santé. Ça, on va y revenir. Et en gros, les cas, ils ont été identifiés souvent en rapport avec des voyages au Moyen-Orient, comme je vous le disais, 84% des cas en Arabie Saoudite. Et depuis 2019, il n'y a pas d'infection par le MERS-CoV qui a été signalée dans les pays en dehors du Moyen-Orient. Et les cas de MERS continuent d'être signalés dans la péninsule arabique, mais le nombre de cas détectés est vraiment tombé au niveau le plus bas 2014. Mais ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que le 12 mai 2025, on a eu 10 cas de MERS qui ont été signalés par le ministère de la Santé en Arabie Saoudite, dont 2 décès. Donc parmi eux, il y avait 7 cas qui faisaient partie du même cluster. Un patient qui n'avait pas eu de contact avec les chameaux et qui a contaminé 6 personnels de santé dans l'hôpital de Riyad. Donc sur les 6 professionnels de santé, il y en a 2 qui ont développé des symptômes légers, vraiment aspécifiques comme des myalgies, de l'asthénie, des nausées, des vomissements, et 4 qui sont restés asymptomatiques. Parmi les 2 cas restants, l'un qui avait eu un contact avec des chameaux et l'autre qui n'avait pas eu de contact avec des chameaux. Donc ces cas-là, ils ont été diagnostiqués par PCR entre le 1er mars et le 16 avril 2025. Depuis, on n'a pas eu d'informations supplémentaires. Sur la base de cette situation actuelle, l'OMS recommande de surveiller les virus respiratoires, surtout au retour de la Mecque. Mais comme la transmission interhumaine c'est vraiment suite à des contacts très étroits ou surtout dans les établissements de santé. En gros, ils sont pas non plus très inquiets. Je vous ai mis quand même cet article récent parce qu'on trouve difficilement de l'actualité pour le MERS. Donc ça, c'est un article du CDC américain qui est paru le 29 mai, qui fait un update des cas de MERS de 2012 à 2023. Donc c'est pas si récent que ça, mais en gros, on voit bien que le nombre de cas a chuté en période post-Covid. Il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à la diminution de cas de MERS, notamment les mesures barrières, les changements dans les interactions avec les chameaux, notamment pendant le pèlerinage de la Mecque, ou alors les protections croisées potentielles des anticorps contre le Covid, contre le MERS. Je vous ai juste mis cette diapo pour l'épidémie qui avait eu lieu dans les hôpitaux en Corée du Sud en 2015, parce qu'on s'est rendu compte que les retards dans la reconnaissance des premiers symptômes et la lenteur du tri des cas suspects et après la retard de la mise en œuvre des mesures de protection ont été associés à du coup des transmissions interhumaines de MERS dans les établissements de santé, notamment pendant cette flambée en 2015 en Corée du Sud. Il y a un patient qui est revenu du Moyen-Orient et qui a consulté dans 3 hôpitaux différents avant d'avoir un diagnostic de MERS à J9 de sa première consultation. Donc, ils ont dénombré 600 contacts dans les 3 hôpitaux. Au final, il y a eu 186 cas avec 36 décès et 98% des infections étaient acquises en milieu de soins. Donc, ils ont identifié 5 super spreaders. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est vraiment pour rappeler les mesures de protection pour limiter la transmission.
Du coup, je vais continuer sur la prise en charge clinique. Juste pour compléter ce que Morgane disait, c'est que dans le pèlerinage à la Mecque, en fait, les patients ne transitent pas que à la Mecque. Ils vont souvent faire la Mecque, Médine et Riyad. Et par le passé et actuellement, les cas qu'on a de MERS-CoV eh ben, sont essentiellement dans la région de Médine et aussi de Riyad. Du coup, c'est pour ça que c'est quand même intéressant de ne pas l'oublier, même si on a une circulation à bas bruit du MERS-CoV, elle existe toujours. Sur la présentation clinique, du coup, on a une durée d'incubation d'environ 5 à 15 jours. Les symptômes, eh ben, ils peuvent varier. Donc, ici, on va surtout accentuer sur la prise en charge de la pneumonie oxyno-requérante ou non et de la prise en charge de syndrome de défaillance respiratoire aiguë. Néanmoins, vous savez que ça peut donner également des formes asymptomatiques ou des formes plus modérées à type de rhinopharyngite. Chez le patient immunodéprimé, donc ça c'était fort de la prise en charge des deux cas de MERS-CoV en France. Le premier cas était un patient immunodéprimé qui était de retour de Dubaï à l'époque et qui n'avait pas du tout de symptomatologie respiratoire, mais bien une symptomatologie de diarrhée fébrile de retour de voyage. Et secondairement, il a présenté une aggravation avec une forme respiratoire. Ce qui avait compliqué un petit peu l'identification du patient à la prise en charge hospitalière initiale. En ce qui concerne les expositions, on va y revenir après dans la définition de cas de santé publique France, mais on va retenir la date de 14 jours précédant le début des symptômes avec comme exposition les plus fréquemment retrouvées, donc une exposition aux dromadaires, soit un contact direct ou un contact avec les produits issus des dromadaires, comme le lait non pasteurisé, la viande crue, les urines, évidemment au sein d'un pays à risque. On a une transmission aussi interhumaine qui est possible et qui va se retrouver essentiellement soit dans un contexte hospitalier, soit dans le domicile, au sein des foyers des domiciles familiaux. Du coup, c'est Morgane qui a la main sur le diaporama, mais elle s'est déconnectée. Merci. En ce qui concerne la définition de cas de santé publique France, donc en juin 2024, étant donné la baisse du nombre de cas de circulation de MERS-CoV en Arabie Saoudite, cette définition de cas par Santé publique France s'est voulue un petit peu plus restrictive, notamment dans les expositions et notamment quand on a une forme modérée de MERS-CoV. Euh, donc ça, c'est dans les formes modérées de MERS-CoV. Donc le petit b ici, vous avez devant un tableau clinique d'infection respiratoire aiguë, quel que soit le niveau de gravité. Donc ça englobe la forme de rhinopharyngite à la forme de pneumonie ou SDRA. Vous êtes suspect d'avoir une infection à MERS-CoV si vous avez une exposition suivante, c'est-à-dire un contact avec un cas possible ou cas confirmé dans les 14 jours qui précèdent l'apparition des symptômes, une activité professionnelle ou une hospitalisation dans un établissement de santé situé dans un pays à risque, ou un contact avec un dromadaire ou des produits issus de l'animal au sein d'un pays à risque. En ce qui concerne par contre les tableaux cliniques plus sévères, donc la pneumonie oxygéno-requérante ou le SDRA, on va être un petit peu plus sévère et on va considérer comme seul et unique critère d'exposition le fait d'avoir séjourné ou voyagé dans un pays à risque d'endémie dans les 14 jours suivant le début des premiers symptômes. La liste des pays a été aussi un petit peu revue en juin 2024 et reste de rigueur pour cette année 2025. Donc on est sur l'Arabie Saoudite, les Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar et Yémen. Diapositive suivante. Vous pouvez trouver sur le site du COREB une fiche réflexe COREB pour justement aider le premier clinicien ou premier soignant à dépister le plus rapidement possible la prise en charge d'un cas de MERS-CoV. Et donc, on retrouve bien dans cette fiche l'algorithme entre la forme clinique présentée et l'exposition qui est reprise en fait de la définition de Santé publique France. On rappelle surtout les autres diagnostics de fièvre au retour de la péninsule d'Arabie, oui, de la péninsule arabique, pardon, pour ne pas être préjudiciable sur la prise en charge du patient. Et donc ça, c'est important aussi quand vous
diffuser ces procédures au sein de votre SR et ou en région, de bien insister que c'est peut-être un patient suspect de MERS-CoV, mais pas que. Et vraisemblablement, sur les données épidémiologiques du retour du âge, on a quand même plus de chances d'avoir une grippe A que d'avoir un MERS-CoV. Elle rappelle évidemment la procédure et le circuit patient, et notamment la mise en place des précautions complémentaires qu'on va voir juste après. Et elle rappelle la nécessité d'alerter et d'orienter le patient donc, pour les établissements de périphérie au sein des ESR régionaux pour poursuivre la prise en charge du patient. Diapositive suivante. On propose aussi dans cette fiche réflexe, et ça peut être intéressant puisque le premier contact que va avoir le patient, s'il vient de lui-même dans un service d'accueil des urgences, c'est quand même le secteur de ZAO. Et on a voulu dans cette fiche proposer à l'infirmier de tri d'accueil des urgences des questions simples que lui peut poser au patient, et notamment dans cette période de retour du âge, pour essayer de dépister au plus vite un cas. Et notamment, est-ce que le patient a de la fièvre, des signes respiratoires, est-ce qu'il revient d'une zone d'endémie? Et les premières mesures à mettre en place, qui est de proposer au patient le port d'un masque chirurgical. Diapositive suivante. En ce qui concerne l'habillage MERS-CoV, donc dès que le patient est un patient suspect, pour le classement en cas possible, on va mettre en place des précautions complémentaires avec notamment une hygiène des mains par le SHA, un port de masque de type FFP2, le port de gants non stériles et une casaque. Si vous n'avez pas de casaque imperméable, on peut remplacer ça par une surblouse manche longue avec un tablier plastique, notamment si il y a des soins mouillants ou si le patient vomit, par exemple, pour protéger votre tenue. En ce qui concerne la protection oculaire, on recommande le port de lunettes de sécurité. Pour le patient, on va lui proposer donc un masque chirurgical et une hygiène des mains par le SHA. Diapositive suivante. Donc ici, on a illustré ça par des photos, hein, notamment pour le déshabillage. Donc quand on est dans la chambre, si vous avez notamment pas de chambre à sas, ce qui est important, c'est de se déshabiller dans la chambre, mais d'enlever le masque à l'extérieur de la chambre. Si par contre vous avez des sas, vous vous déshabillez dans la chambre et vous allez pouvoir utiliser votre sas à bon escient et pouvoir du coup enlever le masque dans le sas. Diapositive suivante. Un petit rappel sur la réalisation du prélèvement. Donc, il est recommandé de réaliser un prélèvement nasopharyngé. Néanmoins, s'il est négatif, ça ne va pas suffire et donc on va devoir le compléter par un prélèvement profond. Le prélèvement profond, bah, si le patient il est intubé, ventilé pour un SDREA, c'est facile. On va lui faire soit un mini LBA s'il a une raison médicale d'avoir un LBA ou une aspiration trachéale, ça suffit largement. S'il n'est pas intubé, on pourra tout à fait faire le prélèvement profond, donc soit par une aspiration sous-glottique ou un crachat induit par un kinésithérapeute. Euh, le prélèvement nasopharyngé, il doit être réalisé de manière précautionneuse et c'est le même type de geste qu'on réalise pour le Covid avec les mêmes milieux de transport que pour le Covid. Nous, par exemple, anciennement, je travaillais au CHU de Lille et ce qu'on avait mis en place avec les virologues, c'est qu'on faisait de manière systématique un prélèvement nasopharyngé et un prélèvement profond. Par contre, pour pouvoir interpréter les résultats, il faut faire attention au début des symptômes et des signes cliniques. C'est-à-dire que si vous faites un prélèvement nasopharyngé et ou un prélèvement profond, surtout même si c'est un prélèvement profond, avant J4 du début des symptômes, s'il est négatif, vous devez le renouveler après J4 du début des symptômes pour éviter un faux négatif. L'idée, c'est pas d'attendre le J4 du début des symptômes si le patient il est agi à de la symptomatologie. S'il est agi à de la symptomatologie et que vous l'avez classé en cas possible, vous faites à son arrivée le prélèvement nasopharyngé et le prélèvement profond et vous attendez les résultats. Il est positif, il est positif, il est négatif. On va garder le patient et le renouveler après le J4, surtout s'il a des critères d'hospitalisation. En ce qui concerne le transport de ce prélèvement, il doit être réalisé en triple emballage. Donc ça peut être un triple emballage sachet si le patient est hospitalisé dans le SR et qu'il a juste à être acheminé dans le laboratoire de virologie.
en sachant qu'on n'utilisera pas le circuit de pneumatique, donc ce sera un transport pédestre. Par contre, il s'agira d'un triple emballage carton, donc UN 3373, si par exemple c'est un prélèvement pour lequel le patient n'est pas présent au sein de l'ESR. Diapositive suivante. Ah bon, bah voilà, j'ai avancé un petit peu sur la diapositive suivante, pardon. Donc du coup, le triple emballage pour un envoi externe se fait bien par le coursier matière dangereuse. Donc c'est un catégorie B, numéro UN 3373, pour les patients pour lesquels vous avez envoyé un échantillon primaire pour une suspicion de MERS-CoV. Et ce sera évidemment les frais de prise en charge de l'établissement de santé de périphérie qui envoie le prélèvement au laboratoire de virologie de référence. En ce qui concerne les autres prélèvements, alors, les prélèvements respiratoires, c'est eux qui vont exposer le plus le virologue. Du coup, autant on va envoyer des prélèvements nasopharyngés et un prélèvement profond pour le diagnostic du MERS-CoV, mais on va éviter d'envoyer au laboratoire des prélèvements respiratoires à visée, par exemple, microbiologique pour une culture bactérienne. Pareil, on évitera d'envoyer des prélèvements pour une recherche de BK ou une PCR mycoplasme pneumoniae. On le fera dans un second temps, une fois que la suspicion sera levée. En ce qui concerne les autres échantillons, le sang, les urines, par exemple, sont beaucoup moins exposants pour le laboratoire, et notamment les prises de sang, elles peuvent être réalisables au sein de l'ESR, en avertissant quand même le virologue que c'est bien un patient qui est suspect de MERS-CoV, et on va essayer de limiter les prescriptions euh, à ce qui est nécessaire pour la prise en charge du patient. Par exemple, un gaz du sang, NFS, ionocréate. Je pense que la sérologie je sais pas moi, hépatite A, elle peut attendre quelques jours. En ce qui concerne les prélèvements respiratoires, ils seront techniqués en laboratoire de niveau 3. euh, et c'est pour ça qu'il faut prévenir le virologue de l'acheminement des prélèvements respiratoires. On peut aussi faire de la biologie délocalisée au lit du patient, ça c'est selon votre organisation ESR. Ensuite, diapositive suivante. Bah, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour être, pour s'être connecté, et puis à bientôt.